Alors, avant de démarrer, j'ai juste une question et vous avez droit à une seule phrase. Pourquoi vous êtes devenu explorateur? Christian Claude. Une seule phrase. Pour continuer de faire un pas plus loin que ce qu'on a. Raphaël Donjean, il a déjà pris le micro. Allez-y. Ah bah moi, c'est un rêve d'enfant qui est né lorsque j'étais très très jeune. C'est quoi très jeune? 3 ans, 5 ans, 8 ans? Entre 5 et 8 ans. Laurence? Pour trouver une place dans mon existence. Jean-François? Trouver quelque chose de nouveau, donc une extrême goût de l'aventure, la curiosité, et aller là où on n'est jamais allé. Ah ben voilà. Alors, Francis, on est les terriens de service. Moi, je dirais que c'est pour découvrir les mondes qui nous entourent, bien sûr. Nous commençons avec Laurence, qui nous projette tout de suite un petit film. Pour commencer, Laurence de la Ferrière, je vais quand même vous la présenter, à la fois une dame de la haute montagne. Alors comme elle dit, oui, alors j'ai eu un échec à 8700 mètres sur l'Everest. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. Alors donc ce terrible échec a fait qu'elle est partie vers l'Antarctique ensuite. Et c'est l'Antarctique qu'elle va nous montrer. Son défi dans la montagne, c'était de tout faire sans oxygène. Donc un défi physique, un défi humain. Peut-être aussi admirer les paysages et faire de la géographie, mais défi humain d'abord. Et son état d'esprit, vous allez le voir avec le petit film, c'est un engagement total. Vous pouvez lancer le petit film, la technique. Merci. Et peut-être baisser les lumières de l'estrade. C'est impossible. C'est infernal. J'ai fait 3 kilomètres en 10 heures. Il m'en reste 2800. Il fait moins 45. Je sens plus mes pieds. Je pense qu'il commence à geler. C'est ma trace. Il faut que j'avance. Je ne dois plus me retourner. Je vais avec le vent et les kilomètres défilent. Je me nourris de la beauté de ces paysages que je suis la première à découvrir. It was good because I think it's a good beginning. I did only 21 kilometers. That's a lot. Yeah, it's better. Do you think that it will be warmer and easier? As soon as you have sun, it's warmer. But Laurence, since nobody has been there before you, you're the first human being to be there, as you know. I am not the one who can tell you if it's going to be easier. This is what we call exploration, isn't it? Bienvenue à Domfrey. Félicitations de la part de tout le monde. Merci. Donc bon courage. Voilà.
Laurence, c'était quand cette expédition? Je suis partie en 1999 et je suis arrivée en 2000. Et j'aurais aimé vous montrer des milliards de choses parce que c'est un univers qui est complètement fascinant et je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui savent de quoi je veux parler. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ces images, d'une certaine manière, je suis transposée là-bas et je ressens toutes les émotions du contact avec la neige, la tête dans la glace, de cet engagement à la fois physique, psychologique et intellectuel, à essayer de trouver sa place dans un univers qui, normalement, n'est pas fait pour l'homme ni la femme, enfin pour l'être humain d'une manière générale. Et finalement, c'est le côté magique que, momentanément, le temps d'une expédition, qui a quand même duré presque 3 mois pour moi, et c'est long dans ce genre de situation, tout d'un coup, on essaye de trouver des solutions pour exister, pour faire son chemin, non pas par la brutalité ni par la force, mais par la compréhension et par, une certaine manière, d'apprivoiser des éléments qui, au départ, vous semblent trop violents, inhumains, et qui en fin de compte vont devenir vos alliés, parce que c'est vrai que quand il fait moins 50, le vent c'est difficile à gérer, mais quand vous avez une voile, que vous pouvez la gonfler, qui tout d'un coup vous permet de tracter votre traîneau, tout d'un coup vous ne sentez pas ce vent qui vous fouette, qui vous glace, vous avez l'impression d'aller avec cet élément, et tout d'un coup ça devient évident. Je veux dire, quelque part, voilà, vous avez une place sur terre ou sur la glace, et tout devient évident, avec un immense sentiment de liberté et de se dire que finalement, qui que vous soyez, il y a toujours un endroit où vous pouvez réaliser quelque chose qui va vous permettre de donner une certaine envergure à votre vie. Et je crois que c'était quelque chose qui était fondamental pour moi. Petite question, réponse très courte. Là, on vous voit filmer. Alors peut-être que oui. On vous voit filmer et eux, c'est vous qu'on filme. Donc Ouais. ça peut faire un petit peu bizarre parce qu'on se dit, alors elle est toute seule ou elle n'est pas toute seule? Oui, C'est ça qui triche un peu. Oui, non, il n'y avait pas de triche. Alors, j'avais une petite caméra qui était équipée avec des résistances que je pouvais brancher sur une pile au lithium qui me permettait de réchauffer la caméra. Et avant, il fallait que je réchauffe la pile dans ma combinaison. Donc, c'était un processus qui était un peu compliqué. Au départ, j'avais pas très envie de mettre en œuvre. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était le seul moyen de pouvoir faire comprendre de l'intérieur ce qui pouvait se passer au cours d'une expédition de ce genre. Et finalement, c'est un peu devenu mon journal de bord. Et donc, la caméra, je l'ai mis dans ma combinaison, j'ai mis sur le traîneau, j'ai mis à côté de la tente le temps de monter la tente. Je l'ai mis dans la tente à côté et je l'oubliais en fait. Et puis, je me racontais mes petites histoires et puis voilà, c'était enregistré. Et pour les images avec un peu de recul, il y avait une équipe de cinéma, donc c'était Gédéon qui a réalisé le film, qui m'a accompagnée au point de départ, donc au pôle Sud. Ils ont filmé le départ. Ensuite, ils ont pris un avion, ils m'ont attendu à Concordia. Ils ont filmé mon passage à Concordia. Et ensuite, ils sont repartis et ils ont filmé mon arrivée en hélicoptère sur la côte. Voilà. Mais toutes les images ont été tournées en Antarctique au cours de cette expédition. Donc, il n'y a vraiment pas, d'images qui viennent d'ailleurs ou qui... Alors, pour faire une telle expédition, combien de temps de préparation? Vous allez me dire, avec l'Himalaya avant, c'était déjà une préparation. Mais... En fait, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'une passion. Et c'est vrai que j'ai commencé en tant qu'alpiniste. J'ai toujours vraiment, au départ, j'étais une alpiniste. Je suis passée par l'Himalaya. J'ai investi beaucoup d'énergie dans l'ascension de 8000, dont l'Everest dont vous parliez. Et finalement, la réalité, c'est que effectivement, j'ai tenté 5 fois l'Everest sans oxygène, donc sans dormir avec de l'oxygène et sans grimper avec de l'oxygène. Et finalement, je n'ai jamais atteint le sommet principal. Et c'est cet échec qui, je me suis dit à un moment donné que j'étais dans une impasse et qu'il fallait absolument que je me remette en question dans un endroit où j'allais me sentir vraiment libre de m'exprimer. Parce que même si j'aime évoluer en équipe, j'aime les relations qu'il y a avec les gens, je me suis rendu compte que quand vous êtes seul, quelque part, vous avez une plus grande concentration sur vous-même. Alors, momentanément, c'est assez égocentrique, mais je crois que cet égocentrisme ou cet égoïsme est nécessaire pour franchir un cap supplémentaire par rapport à vos propres capacités. Et du coup, c'est vrai que cette expédition en solitaire, enfin j'en ai fait 2 en Antarctique, ces expéditions en solitaire m'ont permis vraiment de franchir des caps très très importants.
c'est pas du tout une fin en soi, mais ça a été un passage presque obligatoire dans ma manière de fonctionner. Et quand je suis rentrée de cette dernière expédition, dont vous avez vu quelques images, je me suis dit que voilà, bon, la boucle était bouclée, je n'avais plus besoin de ce genre de mise en situation, et que maintenant, il était temps que je me mette, que je puisse restituer tout ce que j'avais pu acquérir à travers cette expérience. Et c'est pour cette raison que j'ai accepté la mission donc, de diriger l'activité française à Dumont-d'Urville et de passer 13 Dumont-d'Urville, c'est la comment on l'appelle, station. C'est la base française. Une des bases françaises qu'on a en Terre Adélie, donc du nom de Dumont-d'Urville, qui avait été le premier à à poser les pieds en Antarctique. Mais c'est complètement différent, diriger une base. Complètement, c'est l'opposé. Et c'est tout aussi extrême dans un domaine, en solitaire pour les expéditions et en collectivité pour la base. Parce qu'il faut savoir que pendant 9 mois, il n'y a absolument aucun contact avec le monde extérieur et que l'équipe qui survit, on va dire, sur cette base finalement qui s'appelle l'île des Pétrels, qui fait 1 km², et qui est pris dans la glace comme un bateau qui est complètement pris dans la glace, en fait vit en totale autarcie pendant 9 mois. Et quand le navire, quand l'astrolabe tourne le dos pour la dernière fois, tout d'un coup, tout le monde se retrouve ensemble, se regarde et se dit c'est parti pour 9 mois. Et là, c'est long. C'est long, c'est dur, ça met en exergue, on va dire, tout le fond de l'être humain, de l'âme humaine. Et là, on rentre dans un processus d'échange et de réceptivité les uns par rapport aux autres qui est vraiment poussé à son extrême. Et pour moi, ça m'a permis, en fait, d'une certaine manière, de trouver un équilibre entre les deux. Alors, pour revenir à votre expérience en solitaire, à quoi faut-il faire attention dans ces conditions extrêmes? Que faut-il préparer? Comment faut-il être habillé? Vous le racontiez tout à l'heure au déjeuner. On a droit, vous savez, à ces petits échanges. Et j'espère qu'ils vont se renouveler. Vous nous expliquez, il faut absolument pas transpirer parce que sinon ça va se transformer en glace. Il faut évidemment certainement rien déchirer parce que ça serait encore pire. Quelles sont les précautions que vous êtes obligé de prendre? Sinon c'est la mort. Alors, déjà, je pense qu'il faut vivre dans cet état d'esprit. Donc, vous m'avez demandé quelle était la préparation. Moi, je dirais que la préparation, c'est toute une vie. Voilà. Et que chaque expédition est une porte qui s'ouvre sur un nouvel horizon, qui vous permet d'envisager quelque chose de différent, de vous entourer de gens qui ont d'autres compétences. Et petit à petit, vous avancez. En fait, il n'y a aucun calcul. De ma part, il n'y a jamais eu aucun calcul. Quand j'ai commencé à grimper dans les Alpes, j'ai jamais imaginé qu'un jour, je me retrouverais toute seule au milieu de l'Antarctique. Par contre, à un moment donné, je me suis sentie autorisée d'envisager ce genre de choses. Et j'avais conçu autour de moi une équipe qui m'a soutenue, qui m'a portée, qui m'a donné tous les éléments qui me manquaient et qui m'a permis d'en arriver là. C'est une grosse équipe? Combien de personnes? C'est pas une grosse équipe, par contre c'est une équipe dont le choix est absolument fondamental. Là vous avez vu Kjell très très rapidement, qui est norvégien, qui a une connaissance du monde polaire. Lui il m'a apporté sur le plan humain, je pense que personne d'autre n'aurait pu m'apporter. Et naturellement, il y a des gens qui viennent vers vous. Et pour ça, il faut qu'il y ait vraiment une très grande authenticité et sincérité. Parce que finalement, ce qui vous rapproche des gens, c'est pas forcément les mots que vous exprimez, ni les projets que vous avez envie de réaliser et que vous dites avoir envie de réaliser, mais c'est ce qui émane de vous. Et naturellement, instinctivement, il y a des gens qui viennent vers vous et instinctivement, vous comprenez qu'avec ces gens, vous allez pouvoir aller plus loin. Alors c'est vrai que j'étais seule sur le terrain, mais dans le fond, j'étais pas seule. Je veux dire, il y avait tous ces gens qui gravitaient autour, qui étaient loin, qui avaient confiance, cette force mentale, cette force morale était vraiment quelque chose de très très important. Et dans le fond, le jour où je me suis retrouvée toute seule au milieu de l'Antarctique, j'étais prête. Parce qu'il y avait tout ça, parce qu'il y avait ces années d'entraînement, il y avait ces années d'avoir côtoyé les crevasses, le froid. Et pour revenir aussi à votre question, le plus dangereux dans cette situation en Antarctique, c'est le froid. Voilà, c'est que pendant 3 mois, vous êtes totalement exposé à des températures à l'abri qui vont entre moins 30 et moins 50. Ça veut dire que quand vous avez le vent contre vous, vous pouvez avoir un ressenti qui peut descendre aux alentours de moins 60 ou même au-delà. Et donc ça, c'est un véritable danger. Parce que vous avez très peu de temps pour réagir si jamais il y a un problème qui se pose. Et du coup, très peu de temps, c'est quoi ? C'est quelques minutes. Je veux dire, un jour, il m'est arrivé de mal mettre mes gants.
Mais le vent était dans le bon sens et du coup, je voulais avancer parce que je voyais que je progressais bien avec pas trop de difficultés. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à sentir une forme d'engourdissement. Et en fait, au niveau du poignet, vous avez très peu de protection par rapport aux veines, aux artères, etc. Et en fait, le froid arrive là. Et là, tout d'un coup, j'ai senti que l'engourdissement remontait au niveau du bras. Et là, j'ai compris que c'était dangereux. Donc, c'est des choses qui, quelque part, vous emmagasinez au fur et à mesure. Donc, j'ai fait des erreurs. Hein. La première fois où j'ai emmêlé les suspentes de ma voile, vous imaginez, j'avais, je sais pas, il y a 50 suspentes. Et c'est du fil très fin. Donc, démêler les suspentes par moins 50 à l'extérieur, j'ai essayé, je me suis dit, bon, c'est pas possible, quoi. Soit je meurs de froid. Donc j'ai fait ça à l'intérieur, c'était beaucoup plus compliqué, mais voilà, chaque fois, une fois, mon traîneau a failli partir parce que j'avais mal ancré la voile dans la glace. Il y a eu une rafale, le traîneau, et j'étais pas attachée au traîneau, le traîneau a failli partir, et là, je me suis dit, dedans, il y a la balise Argos, il y a tout. Donc les gens à l'extérieur, à Toulouse, ils allaient suivre ma progression en se disant, oh, elle va pas tout à fait dans le bon sens, mais en tout cas, elle progresse bien. Puis moi, je serai congelée sur la glace pendant un certain nombre de temps. La voile, c'est une idée de vous ou c'est quelque chose qui avait déjà été pratiqué ailleurs et que vous avez repris ? La voile, Messner, à l'époque, a déjà commencé à mettre au point des voiles. Nous, dans les années, on va dire, 90, on a vraiment travaillé sur l'élaboration de ces voiles, qui étaient à chaque fois des prototypes, en particulier avec un Belge, on en parlait avec Alain Hubert, enfin, avec des gens qui avaient déjà une certaine connaissance de ça. Qu'est-ce qu'elles doivent avoir de particulier, ces voiles, justement, qu'elles puissent résister à des températures aussi basses ou Non, les températures pour la voile, c'est pas un problème. Pas de problème. Ce qui est un problème, c'est d'arriver à la maîtriser, quelle que soit la force du vent. Mais en fait, j'avais plusieurs surfaces de voile. Celle que vous avez vue, elle fait 24 mètres carrés, avec une toile très fine, sans caisson. Donc ça veut dire que c'est très, très compliqué de la gonfler et de la garder dans la bonne direction. Donc en fait, vous ne pouvez l'utiliser qu'avec des tout petits vents et avec des vents qui sont vraiment dans une direction favorable. Par contre, les petits vents, c'est quoi ? C'est des 5 km/h. C'est presque rien. Ce qu'on trouve d'une manière assez courante sur le haut du plateau. Par contre, parfois, il y avait des vents soit de mauvais temps, soit du blizzard quand je m'approchais en particulier de la côte, avec des vents qui se renforcent et qui peuvent devenir beaucoup plus puissants. Et à ce moment-là, j'avais une voile qui faisait 10 mètres carrés avec des caissons. Et je pouvais, en rapprochant les suspentes, fermer certains caissons. Et du coup, elle était un tout petit peu plus maniable que la grande. Mais par contre, elle avait une puissance qui me demandait d'avoir une tenue sur l'écart qui était assez compliquée. Mais je pouvais gérer des vents qui m'étaient moins favorables, jusqu'à 90 degrés, même quelques degrés dans le vent. Par contre, physiquement, c'est très dur. Et en plus, vous avez tout le temps les bras en l'air. Donc en fait, ça demande à faire des mouvements comme ça, le bras très exposé au froid et au vent. Donc là aussi, c'est vraiment un apprentissage que vous faites sur le terrain. Donc j'ai traversé le Groenland, j'ai traversé une partie de la Sibérie avec des voiles. Donc, je me suis entraînée, mais la réalité, vous la voyez vraiment sur le terrain. Et en fin de compte, pour dire la vérité, une fois que vous avez réussi, vous n'avez plus envie de recommencer.